Le centre de conférence de l'Union européenne, à Bruxelles, était bondé de dirigeants mondiaux. Les drapeaux de diverses nations flottaient doucement dans le vent froid d'automne, tandis que les participants au sommet international sur la coopération entre l'Europe et l'Afrique circulaient dans les couloirs. L'événement était perçu comme une opportunité historique pour renforcer les relations politiques, économiques et sociales entre les deux continents. Parmi les présents, Marine Le Pen se distinguait, dont les opinions nationalistes suscitaient toujours la controverse. À ses côtés, Ibrahim Traoré, jeune président du Burkina Faso, observait tout avec un silence attentif. L'auditorium principal était décoré avec une élégance discrète, reflétant l'engagement diplomatique de l'événement. Des panneaux numériques affichaient des cartes interactives, des routes commerciales entre l'Europe et l'Afrique, tandis que les interprètes simultanés préparaient leurs équipements pour gérer la diversité linguistique. Sur scène, les organisateurs accueillaient les participants en insistant sur l'importance du dialogue constructif. Ibrahim sentait le poids de sa responsabilité. Il savait que sa voix représentait non seulement son pays, mais aussi des millions d'Africains qui aspiraient à l'égalité et au respect. Marine Le Pen, vêtue d'un tailleur impeccable, semblait confiante alors qu'elle échangeait des salutations avec d'autres leaders. Ses discours précédents avaient été largement relayés par les médias, et beaucoup s'attendaient à ce qu'elle aborde des sujets sensibles tels que l'immigration et la gouvernance africaine. De son côté, Ibrahim portait un costume traditionnel burkinabé, alliant simplicité et dignité. Il fut salué par certains collègues, mais remarqua que sa présence était encore perçue avec une certaine condescendance par des figures plus conservatrices. La session débuta avec des discours protocolaires d'autorités européennes et africaines. Tandis qu'il écoutait attentivement, Ibrahim esquissait mentalement les points qu'il souhaitait aborder. Il savait qu'il devrait équilibrer fermeté et diplomatie pour être entendu. La tension monta lorsque Marine monta à la tribune. Sa posture rigide et son regard pénétrant transmettaient une autorité, mais aussi une certaine arrogance. Lorsqu'elle mentionna la soi-disant incapacité historique des pays africains, un murmure inconfortable parcourut l'assistance. Ibrahim ressentit un pincement au cœur en entendant les mots de Marine. Il savait que cette déclaration n'était pas seulement une attaque directe contre l'Afrique, mais aussi une tentative de délégitimer les voix qui cherchaient l'égalité. En observant les visages autour de lui, il remarqua des expressions de malaise, d'indignation et même de conformisme. Certains dirigeants africains baissèrent les yeux, tandis que d'autres échangeaient des regards inquiets. Il était évident qu'il fallait dire quelque chose. Lorsque Marine conclut son discours, le silence dans l'auditorium était assourdissant. Ce fut alors qu'Ibrahim se leva calmement, demandant la parole. Son geste inattendu attira immédiatement l'attention de tous. Les regards fixés sur lui reflétaient curiosité, attente et, dans certains cas, scepticisme. Il prit une profonde inspiration, ajusta le micro et commença à parler. Ce qui suivit changerait le ton de l'événement, et peut-être le cœur de quelques personnes. Ibrahim commença son discours avec une salutation simple, mais chargée de sens. « Merci beaucoup, mesdames et messieurs, de me permettre de partager ma perspective. » Sa voix était ferme, mais douce, résonnant dans l'auditorium. Il débuta en citant des faits historiques, rappelant les siècles de colonialisme qui avaient façonné les structures politiques et économiques de l'Afrique. Ces mots étaient soigneusement choisis, évitant les accusations directes tout en laissant implicitement la responsabilité européenne pour les difficultés rencontrées par le continent africain. Marine, assise au premier rang, croisa les bras et fronça les sourcils. Elle ne s'attendait pas à ce que quelqu'un réponde aussi directement à ses déclarations. Tandis qu'Ibrahim parlait, elle tentait de garder une expression neutre, mais ses doigts tambourinaient nerveusement sur l'accoudoir de son siège. Les autres dirigeants européens semblaient partagés. Certains approuvaient Marine, tandis que d'autres montraient un intérêt sincère pour ce qu'Ibrahim avait à dire. Parmi les présents, 3 figures attiraient particulièrement l'attention.
D'abord, il y avait Ahmed Diallo, ministre des Affaires étrangères du Sénégal, qui suivait Ibrahim avec un orgueil évident. Ensuite, il y avait Sofia Mendes, une journaliste portugaise connue pour ses reportages sur les questions sociales. Elle était fascinée par l'éloquence d'Ibrahim et griffonnait frénétiquement dans son carnet. Enfin, il y avait Jean-Luc Dupont, un diplomate français loyal à Marine, qui semblait visiblement mal à l'aise avec le cours du discours. Le point culminant du discours d'Ibrahim survint lorsqu'il aborda la question de l'autogestion africaine. Notre histoire n'est pas celle de l'incapacité, mais de la résilience, affirma-t-il, sa voix gagnant en force. Nous avons fait face à des défis énormes, mais nous n'avons jamais cessé de lutter pour nos droits, notre dignité et notre avenir. Il cita des exemples de succès dans divers pays africains, soulignant des avancées en matière d'éducation, de santé et de technologie. L'auditoire était hypnotisé, et même Marine semblait incapable de détourner le regard. Cependant, tous ne réagirent pas positivement. Jean-Luc murmura quelque chose à l'oreille de Marine, critiquant l'approche émotionnelle d'Ibrahim. « Ce n'est pas de la diplomatie, c'est de la rhétorique populiste », chuchota-t-il, tentant de minimiser l'impact du discours. Marine hocha légèrement la tête, mais il y avait quelque chose dans son regard qui suggérait une certaine hésitation. Elle savait qu'elle ne pouvait pas ignorer complètement ce qui était dit. À la fin de son intervention, Ibrahim marqua une pause dramatique. Il fixa Marine droit dans les yeux et conclut. « Si nous voulons construire de véritables ponts entre nos continents, nous devons commencer par reconnaître l'humanité de chacun. Nous ne sommes ni inférieurs ni supérieurs. Nous sommes égaux. » Le silence qui suivit fut absolu, presque palpable. Le conflit était lancé, et maintenant il revenait au reste du sommet de décider comment répondre. Le silence après le discours d'Ibrahim fut interrompu par des applaudissements spontanés qui débutèrent au fond de l'auditorium. Au départ, peu de personnes tapèrent des mains, mais bientôt, le son se répandit dans toute la salle, gagnant en force et en intensité. Marine Le Pen resta assise, immobile, tout en observant la réaction du public. Elle semblait lutter contre un mélange de malaise et de perplexité. Son visage, habituellement confiant, trahissait désormais des signes d'incertitude. Il était évident que les mots d'Ibrahim avaient touché quelque chose de profond, même si elle hésitait à l'admettre. Ibrahim regagna son siège, où Ahmed Diallo le salua chaleureusement, avec une poignée de main. « Vous avez fait l'histoire aujourd'hui », murmura Ahmed, avec un sourire fier. Sofia Mendes, la journaliste portugaise, s'approcha discrètement pour demander une interview ultérieure. « Votre discours était impressionnant », dit-elle, les yeux brillants d'admiration. Ibrahim la remercia d'un hochement de tête, mais il était plus intéressé par l'observation des réactions des dirigeants européens. Il savait que le véritable impact de ces mots dépendrait de la manière dont ils seraient reçus par ses critiques les plus acharnés. Jean-Luc Dupont, le diplomate français loyal à Marine, tenta minimiser le moment. Il se leva rapidement et demanda la parole, arguant que le débat devait se poursuivre. Son intervention fut froide et technique, centrée sur des statistiques économiques qu'il prétendait prouver les défis auxquels l'Afrique faisait face. Cependant, son attitude défensive ne parvint pas à dissiper l'émotion qui flottait dans l'air. Certains participants commencèrent à murmurer entre eux, remettant en question la pertinence des chiffres face à l'humanité exprimée par Ibrahim. Pendant ce temps, Marine Le Pen semblait partagée entre sa position idéologique et la pression croissante pour reconnaître la validité du discours d'Ibrahim. Elle échangea quelques mots avec Jean-Luc, mais il était évident que sa confiance avait été ébranlée. Dans un geste inattendu, elle demanda une pause dans l'événement, affirmant qu'elle avait besoin de réfléchir sur la direction que prenait la discussion. La décision surprit beaucoup, y compris ses propres alliés, qui s'attendaient à ce qu'elle maintienne sa posture agressive. Pendant la pause, Sofia Mendes en profita pour discuter avec d'autres participants. Elle rencontra Ahmed Diallo,
qui partagea des histoires sur les efforts du Burkina Faso pour surmonter des défis politiques et sociaux. « Notre combat est pour la dignité, pas pour la charité », affirma Ahmed, ces mots reprenant le ton du discours d'Ibrahim. Sofia réalisa que c'était un moment décisif pour le sommet, et peut-être pour les relations Europe-Afrique. Dans leur ensemble, elle décida de consacrer son prochain article à explorer l'impact émotionnel et politique de l'événement. Lorsque les participants retournèrent dans l'auditorium, l'atmosphère avait changé. L'affrontement direct entre Ibrahim et Marine avait cédé la place à une atmosphère de réflexion collective. Bien qu'il subsistât encore des tensions sous-jacentes, il était impossible d'ignorer le poids des mots d'Ibrahim. Pour beaucoup, ce moment représentait une opportunité de réévaluer les préjugés et de construire des ponts authentiques. Le développement du conflit était sur le point d'atteindre son apogée. La séance reprit avec une tonalité différente. Le modérateur, un diplomate belge expérimenté, proposa une table ronde de discussion permettant aux leaders d'exprimer leur vision de manière plus ouverte. Marine Le Pen fut invitée à parler à nouveau, et tous les regards se tournèrent vers elle. Elle hésita pendant quelques secondes avant de se lever, ajustant le micro avec un soin excessif. Lorsqu'elle commença enfin à parler, sa voix avait perdu sa fermeté habituelle. « Je voudrais clarifier que mes déclarations précédentes ont été mal interprétées, » dit-elle, choisissant ses mots avec précaution. Il était évident qu'elle tentait de reprendre le contrôle de la situation. Ibrahim écoutait attentivement, sans montrer de triomphe ni de satisfaction. Il savait que le moment exigeait maturité et compréhension. Lorsque vint son tour de prendre la parole à nouveau, il adopta un ton conciliatoire. « Nous ne sommes pas ici pour nous juger les uns les autres, mais pour apprendre ensemble, » affirma-t-il, ces mots résonnant comme une invitation au dialogue. Il cita des exemples de coopération réussie entre pays européens et africains, soulignant que le progrès dépendait du respect mutuel. L'auditoire était visiblement ému, et même Marine sembla touchée par la sincérité d'Ibrahim. À ce moment-là, Sofia Mendes intervint avec une question provocante. « Comment le pouvons-nous transformer ce moment de réflexion en action concrète ?» Son intervention apporta un nouveau niveau de profondeur à la discussion. Ahmed Diallo suggéra la création d'un fonds de coopération qui prioriserait les initiatives menées par des Africains, tandis que Jean-Luc proposa des mesures plus techniques pour garantir la transparence des investissements. Le contraste entre les approches reflétait la tension sous-jacente entre idéalisme et pragmatisme. Le point culminant de l'événement survint lorsque Marine, visiblement émue, fit un geste inattendu. Elle s'approcha d'Ibrahim et lui tendit la main, disant « Peut-être que j'ai sous-estimé la force de votre peuple. » Le geste fut accueilli par un silence respectueux, suivi d'applaudissements chaleureux. Bien que ce ne fût qu'un petit pas, il symbolisait un changement significatif. Ibrahim accepta le geste avec humilité, réitérant sa volonté de collaborer. « Nous sommes prêts à travailler ensemble, à condition que cela se fasse sur la base de l'égalité, » répondit-il d'une voix ferme. L'impact émotionnel du moment était indescriptible. Des larmes étaient visibles dans les yeux de certains participants, tandis que d'autres échangeaient des accolades et des salutations. Même Jean-Luc, initialement critique, semblait avoir été touché par la sincérité de la rencontre. Il s'approcha d'Ahmed et murmura « Peut-être avons-nous quelque chose à apprendre de vous ». Cette phrase, bien que brève, représentait une victoire symbolique pour les leaders africains présents. À la fin de la séance, il devint clair que le discours d'Ibrahim avait transcendé le contexte politique. Il avait touché les cœurs et les esprits, provoquant une transformation émotionnelle chez de nombreux participants. Le point culminant de l'événement n'avait pas été simplement un affrontement d'idées, mais une célébration de l'humanité partagée. La route à venir serait encore parsemée de défis, mais ce moment marquerait le début d'une nouvelle ère de compréhension. L'impact du discours d'Ibrahim et le geste inattendu de Marine Le Pen résonnèrent à travers toute la conférence. Dans les jours qui suivirent, les débats adoptèrent un ton plus collaboratif et moins conflictuel.
les dirigeants européens commencèrent à reconnaître que leur politique devait être repensée pour embrasser une vision plus équitable des relations entre les continents. Marine, bien qu'elle défendît encore certaines de ses positions nationalistes, adopta un ton plus modéré dans ses déclarations publiques. Il était évident que l'événement avait profondément marqué sa perspective. De son côté, Ibrahim devint une figure centrale dans les discussions. Il fut invité à participer à plusieurs tables rondes sur la gouvernance et le développement durable. Son leadership discret mais ferme inspirait confiance, même auprès de ses critiques. Ahmed Diallo, toujours à ses côtés, aidait à formuler des propositions pratiques pouvant traduire les idées discutées en actions concrètes. Ensemble, ils plaidèrent pour la création d'un comité conjoint Europe-Afrique afin de surveiller les progrès des initiatives proposées lors du sommet. Sofia Mendes, la journaliste portugaise, publia un article détaillé sur l'événement, mettant en avant le moment émotionnel entre Ibrahim et Marine comme un tournant dans les relations internationales. Son reportage fut largement diffusé et salué pour sa sensibilité et sa profondeur. Elle interviewa plusieurs participants, y compris Jean-Luc Dupont, qui admit avoir sous-estimé la complexité des défis auxquels les pays africains étaient confrontés. « Il y a beaucoup à apprendre », dit-il, ces mots reflétant un changement subtil dans sa posture. Le dernier jour du sommet, un accord historique fut annoncé pour renforcer la coopération entre l'Europe et l'Afrique. Le document soulignait l'importance du respect mutuel, de l'égalité et de la solidarité. Bien qu'il ne résolvît pas tous les problèmes, il représentait un pas significatif vers un avenir plus juste. Ibrahim exprima sa gratitude aux participants, soulignant que le véritable succès dépendrait de la mise en œuvre des promesses faites. Les mots sont importants, mais ce sont les actions qui définissent notre héritage, affirma-t-il dans son discours de clôture. Marine Le Pen fit également une brève déclaration lors de la cérémonie de clôture. Bien que ces mots portassent encore des traces de sa rhétorique antérieure, elle reconnut la nécessité d'un dialogue constructif. « Nous avons beaucoup à gagner en travaillant ensemble », dit-elle d'une voix plus douce que d'habitude. Pour beaucoup, cela représentait une victoire symbolique, la preuve que même les positions les plus rigides peuvent être ébranlées par la force de la vérité et de la dignité. L'événement s'acheva par un banquet festif où des leaders de différentes nations échangèrent rires et histoires. Tandis qu'il observait l'ambiance de camaraderie dans la salle, Ibrahim ressentit un mélange de soulagement et d'espoir. Il savait que le chemin à parcourir serait long et semé d'obstacles, mais ce moment prouvait que le dialogue était possible. La leçon tirée du sommet n'était pas seulement liée à la politique ou à l'économie, mais à la capacité humaine de transcender les préjugés et de trouver des points de connexion. C'était un puissant rappel que, même face aux plus grandes divisions, l'empathie pouvait ouvrir des portes. Des mois après le sommet, les effets de l'événement continuaient de se faire sentir sur les deux continents. Le comité conjoint Europe-Afrique commença à fonctionner, supervisant des projets d'infrastructure, d'éducation et de santé dans diverses régions africaines. Bien qu'il y eût encore des résistances et des défis bureaucratiques, l'engagement démontré par les dirigeants lors du sommet servait de phare pour guider le processus. Ibrahim Traoré fut largement loué pour son leadership visionnaire et son approche diplomatique inspira d'autres leaders à adopter des démarches similaires. Au Burkina Faso, Ibrahim s'engagea à mettre en œuvre les initiatives convenues lors du sommet. Il parcourut le pays, visitant des communautés rurales et urbaines pour garantir que les bénéfices atteindraient tout le monde. Ahmed Diallo resta à ses côtés, agissant comme un pont entre le gouvernement et les partenaires internationaux. Ensemble, ils démontrèrent que le leadership authentique et centré sur les gens était la clé du progrès. Les changements commencèrent lentement, mais étaient perceptibles, surtout dans les domaines de l'éducation et de l'accès à la technologie. En France, Marine Le Pen affronta des critiques de certains secteurs de sa base pour son changement de position
mais reçut également des éloges d'autres pour sa volonté d'écouter et d'évoluer. Elle commença à s'engager plus directement avec des questions liées à l'immigration et à la coopération internationale, bien qu'elle maintint certaines réserves. Jean-Luc Dupont, quant à lui, adopta un rôle plus proactif dans les négociations avec les dirigeants africains, reconnaissant que l'avenir dépendait de partenariats authentiques. Sa transformation, bien que graduelle, reflétait l'impact de l'événement. Sofia Mendes continua à couvrir les répercussions du sommet, écrivant des articles qui explorent à la fois les avancées et les défis restants. Son reportage final sur l'événement fut intitulé « De la confrontation à la collaboration, une nouvelle ère dans les relations Europe-Afrique ». Dedans, elle souligna le rôle crucial de figures comme Ibrahim et Marine dans le processus de changement. Parfois, ce sont les moments de plus grande tension qui nous permettent de percevoir la véritable essence de l'humanité, écrivit-elle. Et concluant sur une note d'optimisme prudent, dans l'auditorium où tout avait commencé des mois plus tard, une plaque commémorative fut installée pour marquer l'événement historique. L'inscription disait « Ici, des dirigeants de 2 continents ont trouvé le courage d'écouter, d'apprendre et de transformer. » Pour Ibrahim, cette phrase résumait parfaitement l'esprit du sommet. Il visita le lieu lors d'un voyage à Bruxelles et resta silencieux pendant quelques minutes, réfléchissant sur l'impact de ses mots et actions. De retour au Burkina Faso, Ibrahim s'assit sur sa véranda au crépuscule, observant l'horizon teinté d'orange. Il pensa à tout ce qui s'était passé depuis ce jour à Bruxelles. Il savait que le véritable travail ne faisait que commencer, mais se sentait reconnaissant d'avoir contribué à un changement significatif. « La dignité n'est pas quelque chose qu'on accorde », murmura-t-il pour lui-même. « C'est quelque chose qu'on conquiert ensemble. » Et ainsi, avec cette conviction, il poursuivit son chemin prêt à relever les prochains défis.